Yannick, bonsoir. Avant de démarrer, permettez-moi de vous présenter pendant quelques instants. Alors, vous êtes prospectiviste et vous vous définissez comme un éveilleur de conscience. Ancien spécialiste des marchés financiers, vous avez été plus de 15 ans journaliste à BFM, Bloomberg TV, Le Figaro, le Journal des Finances, Investir. Puis, en pleine crise des subprimes de 2007, vous prenez conscience de l'insoutenabilité de notre monde et vous décidez alors de consacrer votre énergie à la recherche d'un modèle économique durable. Ainsi, depuis plus de 10 ans, vous vous investissez dans les questions écologiques, économiques, philosophiques pour tenter de dessiner le monde en devenir. La scène est à vous. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonsoir. Donc en une grosse demi-heure, on va brosser ce qu'est l'engagement et l'entreprise contributive. Vous verrez de quoi je veux parler précisément. Alors tout d'abord, je vais commencer par faire un petit retour en arrière. Hop, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est d'où on vient. Et au niveau de l'humanité, nous sommes apparus sur cette planète Terre il y a environ 400 000 ans. Homo sapiens apparaît il y a 400 000 ans. Pendant 390 000 ans, l'innovation est limitée à très peu de choses. Il ne se passe presque rien. Nous sommes des chasseurs-cueilleurs. Mais il y a 12 000 ans, il se passe quelque chose où tout change, tout bascule dans un autre monde. Le monde d'aujourd'hui, le monde des villes, le monde de la civilisation moderne. Et ça s'est passé à une époque qu'on appelle le néolithique. Qu'est-ce qui s'est passé au néolithique ? Nous sommes devenus des sédentaires, nous nous sommes urbanisés, nous avons construit les premières grandes cités, chaldéens, égyptiens, etc. Une rupture technologique change l'histoire de l'humanité, et cette rupture, vous la connaissez, c'est l'agriculture. L'agriculture, inventée il y a 12 000 ans, permet aux êtres humains de se sédentariser, et ça a tout changé. C'est pour ça que ce soir, on est dans cette salle, et que nous sommes dans une ville urbanisée, que nous prenons des voitures, etc. Aujourd'hui, on assiste à une nouvelle rupture technique qui est en train de changer le cours de l'humanité. Ça a commencé dans les années 92 avec Al Gore aux États-Unis. Internet, le digital, le numérique. Internet change nos rapports sociaux, change notre accès à la connaissance, change l'économie, change l'accès à votre banque, on l'a dit. Ça change notre communication générale et c'est en train de changer le cerveau de nos enfants qui jouent sur un écran tactile et qui développent une zone du cortex que nous n'aurons jamais développée dans cette salle. L'humanité est en train de muter du fait de la révolution digitale. Cette mutation digitale nous fait entrer dans une période d'incertitude, d'impermanence, de transformation, contexte économique imprévisible. On appelle ça une renaissance. Il s'est passé la même chose il y a 5 siècles en Europe. On est passé du monde féodal, d'un monde médiéval, à un monde moderne, gouverné par la technique. Et finalement, la Renaissance, ce n'est qu'un trait d'union entre deux mondes. Sauf que cette fois-ci, la Renaissance que nous vivons, elle ne va pas durer 5 siècles, parce qu'on n'a pas le temps d'attendre 5 siècles. Vu le dérèglement climatique, vu l'accélération des émissions de gaz à effet de serre, il faut que dans les 25 ans, on ait changé de monde. Et ça tombe bien, parce que l'une des conséquences d'Internet, c'est d'accélérer le temps de l'histoire. Toute l'information circule plus vite, l'innovation va plus vite et les prises de décision sont plus rapides, donc le basculement peut aller plus vite. Pourquoi je vous mets ce slide ? Parce que les contemporains d'un monde médiéval n'imaginaient pas le monde moderne. Impossible de l'imaginer, ce n'est pas possible intellectuellement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande aux gens comme vous, comme moi, qui sont dans l'hyperconsommation de produits obsolètes qui mettent en péril l'avenir de nos enfants ? De bâtir un nouveau monde. Et je rencontre des gens toute la journée qui me disent « mais ça ne marchera pas, les gens ne veulent pas changer ». Je leur dis « regardez ce qui s'est passé ». La fin d'un monde, autre monde, renaissance. On est à la fin d'un monde, renaissance, autre monde. C'est QFD. On va changer de monde, c'est évident, parce qu'on y est contraint, et ça va se faire en 25 ans. Pourquoi on est dans une renaissance ? Parce qu'un nouvel outil de diffusion de la connaissance change tout. Gutenberg invente l'impression mécanisée, on lance Internet dans les années 92-95, l'accès à la connaissance se diffuse. Autre parallèle avec la renaissance, je peux en faire plusieurs, mais je vais en retenir 2. Le fait que dans une renaissance, il faut accrocher sa ceinture solidement parce que toutes nos certitudes peuvent voler en éclats. Tout ce que l'on pense comme figé, indélébile, gravé dans le marbre peut voler en éclats en quelques années. Et regardez ce qui s'est passé au XVIe et au XVIIe siècle. Depuis Aristote, qui avait dit 400 ans avant Jésus-Christ que la Terre était le centre de l'univers et que nous étions immobiles et que les étoiles tournaient autour de nous selon un cercle parfait, ça a été la vérité acquise non négociable pendant 2000 ans, et vous avez un Galilée, un Copernic qui font voler en éclats toutes les certitudes séculaires. Eh bien, si nous sommes dans une renaissance, et j'y reviendrai tout à l'heure, il y a plein de certitudes qui sont chevillées au corps de nous tous, qui vont voler en éclats dans les 25 prochaines années, et nos enfants, dans 25 ans, nous garderont en nous disant « mais comment vous avez pu croire ça ?» Voilà où on en est. Période de l'histoire extrêmement intéressante, intellectuellement en tout cas. Alors, où nous emmène cette renaissance numérique ? Vers quel monde on va ? Alors, je ne vais pas le brosser en 10 minutes, ça serait beaucoup trop court, mais je vais vous donner quelques pistes. Première étape, renaissance numérique, bouleversement du monde du travail, tout est en train de changer. Mais cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir externalisé la force physique avec la renaissance, la révolution industrielle, on est en train d'externaliser
les tâches intellectuelles. Toutes les tâches intellectuelles mécaniques vont être externalisées. Typiquement, des contentieux d'avocats, on peut les externaliser. C'est 1-0, 1-0, 1-0, un ordinateur le fait très bien. Un chirurgien peut opérer à distance, c'est mécanique. Donc c'est en train de bouleverser le marché de l'emploi. La robotisation, l'algorithme, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, change la donne et change donc l'éducation. Deuxième conséquence, cette renaissance numérique, elle peut être extrêmement enthousiasmante pour l'être humain. On est tous contents d'avoir des applications et de pouvoir interagir très facilement. Ça, c'est le bon côté de la médaille. Le revers, c'est que c'est peut-être la pire des choses qui nous soit arrivée et qui mettent en danger l'humanité. C'est ce que disait le professeur Hawking dans ces dernières années. Risque concret, tangible, aujourd'hui en Chine, les logiciels de reconnaissance faciale envahissent les rues et tous les Chinois sont notés sur leur bon comportement. On en parlait hier soir en voiture avec un de vos collègues. Mauvais comportement, vous n'avez pas accès à l'école pour vos enfants. Autre risque, le délire transhumain. Juste 30 secondes dessus parce que ça me passionne. Aujourd'hui, dans la Silicon Valley et en Chine, des milliardaires investissent des millions et des millions de dollars dans la recherche de la vie éternelle. Comment ? En transférant ce qui fait votre âme ou votre esprit, selon vos croyances, dans une machine, dans un ordinateur. S'extirper de l'enveloppe humaine pour vivre éternellement, conquérir la planète Mars et faire face aux aléas climatiques. Plutôt que de se préoccuper des questions environnementales, ils se préoccupent de leur immortalité à eux. Et ça, c'est un danger parce que peut-être que ces gens-là nous proposent un nouveau métropolis, une dictature numérique dans les 30 prochaines années. Il faut y prendre garde, tout se joue maintenant. Enfin, cette révolution numérique, elle peut être aussi une planche de salut pour l'humanité parce que grâce aux superordinateurs qui calculent vite, on pourra peut-être mieux prévoir les aléas climatiques et les effets météorologiques pour vous dans l'agriculture ou dans votre vie quotidienne. Et puis enfin, aujourd'hui, grâce aux nanorobots, et aux ordinateurs, on est capable de soigner des maladies dégénératives qu'on ne soignait pas il y a encore 10 ans. Et enfin, ça a été dit par le directeur général, le numérique implique plus d'humanité. Je suis convaincu que plus on digitalise la société, plus on a besoin de réhumaniser la société, parce que c'est l'un et l'autre, et ce n'est pas l'un ou l'autre. Il est indispensable d'avoir un être humain pour certaines choses, là où l'ordinateur n'est qu'un algorithme binaire. On ne peut pas tout remplacer par l'algorithme. Alors, tout ça m'amène à une urgence à repenser notre modèle économique et à ne pas se laisser emporter par la fuite numérique qui pourrait aller vers le transhumanisme et vers l'immortalité d'une petite poignée d'individus. Parce que finalement, ces gens-là nous proposent quoi ? Ils nous proposent de ne rien changer. De rester dans cette fuite en avant, toujours plus, vivre toujours plus longtemps, toujours plus de biens matériels, toujours plus de connexions, mais c'est une impasse mortifère. Le philosophe allemand Hans Jonas parlait de l'impasse tragique. Il disait la voie prise depuis 250 ans nous mène vers l'impasse tragique. Impasse tragique, pourquoi ? Parce qu'on oublie un peu trop vite que nous sommes sur une planète en circuit fermé, qu'on appelle la planète Terre, une boîte Tupperware qui flotte au fin fond de l'espace, et les ressources naturelles ne sont pas infinies. Et en 250 ans, l'humanité aurait déjà épuisé 80% des ressources connues. Il en reste 20% pour 8 milliards d'habitants, vous faites le compte. Va arriver le mur des ressources naturelles, et le digital est très consommateur de plomb, de terbium, de zinc, de néodyme, de lithium, de cobalt. Autre problème, la société tout numérique, c'est extrêmement énergivore. Et l'énergie, ça a été dit aussi en préambule, c'est 90% de ressources fossiles aujourd'hui dans le monde. Donc c'est de la pollution, c'est du gaz à effet de serre. Et regardez ces chiffres publiés par l'ADEME en octobre 2018. 1 heure de vidéo sur Netflix en streaming équivaut à un réfrigérateur allumé pendant 1 an dans votre cave. Ça en fait des réfrigérateurs. Donc c'est bien d'acheter de la plus, mais il faut aussi réduire la vidéo. Ça veut pas dire qu'il ne faut plus faire de vidéo. Mais il faut arrêter de regarder des chatons qui font des galipettes. Aujourd'hui, Internet représente 10% de la consommation d'énergie mondiale, déjà, alors qu'on n'a pas numérisé la planète, on n'est que 4 milliards de personnes connectées sur 7,5. Et chaque heure dans le monde, c'est près de 10 milliards d'emails avec des pièces jointes qui sont envoyées. Vous imaginez les serveurs, les ordinateurs qui tournent, la logistique et l'énergie dépensée, et donc tous les gaz à effet de serre, c'est colossal. Urgence à aller vers la sobriété numérique, garder ses ordinateurs le plus longtemps possible, réparer ses tablettes, réparer ses téléphones, parce que c'est surtout la fabrication du réseau d'infrastructures qui est extrêmement polluante au-delà de l'usage. Elle est vraiment là, la pollution. Enfin, si on ne se calme pas sur notre hyperconsommation numérique et notre hyperconsommation tout court de produits obsolètes, ça ne sera pas plus 2 degrés à la fin du siècle, ça sera plus 7. Et je vous rappelle qu'entre l'ère glaciaire et aujourd'hui, il y a plus 4 degrés de différence. Donc plus 7, ça sera invivable pour l'espèce humaine, mais les scarabées, eux, survivront. Le problème, c'est que ces dérèglements climatiques et ces bouleversements naturels sont en train d'entamer massivement la biodiversité. Alors on parle beaucoup des orang-outans, on parle beaucoup du Nutella, on parle moins des triflodromes, on parle moins de toutes les petites bactéries qui font la richesse de l'humus et qui nous permettent de faire pousser tout ce que l'on mange aujourd'hui.
Mais aujourd'hui, en Europe, 70% des insectes quasiment auraient disparu. Et il suffit de regarder les oiseaux, j'habite à Nantes, il y en a encore, bien sûr, mais il y en a moins qu'il y en a eu. On a un problème. Et le problème, c'est que personne ne voit le problème. Quand vous demandez aux gens, on en est où dans les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'en 2015, on a signé un pacte à Paris qui est de diminuer, et bien résultat, 4 ans après, l'Organisation mondiale de la météorologie a publié une nouvelle étude hier matin en disant « Messieurs, il est temps de se réveiller parce que les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas du tout diminué en 2018, c'est même pire, elles ont tendance à augmenter. » Impasse mortifère, on va tout droit se cogner la tête dans le mur. Donc, urgence à changer les choses, parce que nos gouvernants ne sont pas prêts à changer, mais je ne leur jette pas toujours la pierre, c'est très difficile de prendre une décision qui satisfait tout le monde. Si je vous demande de rentrer à pied, de laisser vos voitures, de consommer moins ceci, moins cela, on ne va pas tous être d'accord. Bon, ça, c'est le rôle du politique, vous voyez. C'est pas simple, hein. Il n'y a pas de yaka. Mais il y a une urgence, c'est d'assurer un futur aux enfants qui naissent aujourd'hui. Parce que si on continue comme ça, le futur, il va être assez terrible pour les petits qui auront 25 ans en 2040 ou 30 ans en 2050. D'autant plus que l'urgence, elle est d'agir pour leur assurer un futur, et puis aussi pour pouvoir se regarder dans la glace dans quelques décennies ou quelques années. Parce que qu'est-ce qu'on va dire à nos gosses dans 10 ans ? Désolé, moi, j'étais pas un écolo radical, toutes ces questions, ça me passait au-dessus de la tête, je faisais du business, moi. C'est pas mon rôle d'agir. Ou alors, c'est trop bon le Nutella, quand même. Alors si l'avenir de nos enfants vaut pas un pot de Nutella, on est cuit. Moi, je vous dis juste ça comme ça au passage. Après, chacun fait ce qu'il veut, vous pouvez en manger. Et donc, se pose la question, pourquoi, connaissant la réalité, voyant les effets des gaz à effet de serre, voyant les effets du dérèglement climatique qui commencent déjà à se mettre en place, qui sont, ça y est, tangibles, on les sent, on les voit, et ce n'est que le début, pourquoi on ne le change pas ? On est tous des gens sensés, capables de réfléchir, capables de se dire, je vais manger moins de Nutella, rouler un peu moins, faire un peu attention à ma consommation. C'est pas revenir à l'âge de pierre, c'est juste diminuer un petit peu, faire un peu attention. C'est pas un drame non plus. Pourquoi on le fait pas ? La réponse à cette question est sur la photo. Nous sommes des grands primates. Le gorille a 97% de son ADN en commun avec nous, et 98% avec le chimpanzé. Quand vous demandez à un grand primate de quitter la branche sur laquelle il est assise pour sauter sur un autre arbre, il le fait. Mais il le fait quand il a l'assurance d'attraper une branche. Il ne le fait jamais avec le risque de ne pas attraper la branche. À tel point qu'on ne voit jamais un grand primate finir les bras en croix, les jambes écartées par terre en disant « j'ai raté la branche ». Ça n'arrive pas. Il sait parfaitement quelle est sa puissance et où est sa zone de confort. Et donc, en tant que grand primate, nous tous dans cette salle, avant de quitter la branche pourrie qu'on appelle l'obsolescence programmée, l'hyperconsommation qui est en train de s'effondrer, il va falloir que quelqu'un nous assure qu'en face c'est mieux. Sauf que personne ne peut vous dire que la frugalité c'est mieux. Moi je vous le dis parce que j'en suis convaincu. Mais qui va me croire ? Il n'y a pas beaucoup de gens qui me croient. Personne n'a envie de nous suivre. Les gens veulent rester dans l'hyperconsommation. Ils pensent que la frugalité, c'est la privation. Et non, faire mieux avec moins, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on est plus dans l'humanisme et moins dans le matérialisme. Donc il faut prendre le risque de changer de monde. Et il faut prendre le risque de revenir à l'étymologie de l'économie. Le mot économie en grec ne décrit pas la course à la rentabilité et au profit. Le mot économie décrit la gestion du domaine. Oikonomia, la gestion de la maison, la gestion de l'exploitation. C'est ça l'économie. C'est quelles sont les ressources, qu'est-ce que j'ai à disposition, combien d'individus vivent sur le domaine, quels sont les déchets. Et l'économe, il gère les flux entrants, les flux sortants. C'est vivre ensemble l'économie. On a dévoyé le mot économie ces dernières décennies. Il faut revenir à la base. Donc vous comprenez l'urgence de passer d'un modèle quantitatif à un modèle qualitatif. On doit quitter la société de consommation pour aller vers la société de contribution. Pourquoi la contribution ? Parce que l'urgence, c'est de contribuer à réparer ce qu'on a endommagé depuis les années 1950. On ne cherche pas les responsables, ce n'est pas le propos. Tout le monde est responsable, moi le premier. Mais maintenant, il faut réparer. On fait table rase du passé, on repart à zéro, on répare, feuille blanche. Et réparer, ça veut dire que l'entreprise de demain, elle va avoir beaucoup plus de responsabilités qu'elle n'en a eu jusqu'ici. Pendant des décennies, l'entreprise avait pour mission de dégager des bénéfices. Milton Friedman, dans les années 70. La création de valeur. Après, on lui a demandé de créer de l'emploi. Maintenant, on lui demande d'avoir une responsabilité sociale et environnementale. Moi, j'appelle ça l'entreprise contributive. Chaque entreprise devra pouvoir dire clairement à quoi elle sert. Quelle est son utilité ? Il y a un problème climatique, il y a un problème humain, il y a un problème d'inégalité démographique. Vous faites quoi, vous, dans la vie ? Ça, c'est primordial. Et donc, l'entreprise de demain va renouer avec la notion de bénéfice. Beneficio, en latin, racine étymologique, qui fait du bien. Beneficio. Donc, demain, l'entreprise dégagera des bienfaits. On va tous dégager des bienfaits ensemble, et ça va nous rendre beaucoup plus heureux, beaucoup plus joyeux, parce que faire du bien, ça fait du bien. Et donc, je vous montrer quelques exemples de PME que j'ai croisés sur mon chemin ces 15 dernières années, et qui font des choses
inspirantes, intéressantes, parce qu'elles se sont mis 3 contraintes dans leur prise de décision quotidienne. Comment être compétitif au niveau international quand on est sur un marché où on sait que la guerre des prix est réelle. Comment avoir un impact sur l'environnement positif ou neutre. À minima, c'est neutre, c'est ne pas endommager. Déjà, c'est déjà pas mal. 3, comment avoir un impact sur l'humain positif. Parce qu'il y a plein de gens qui souffrent aujourd'hui dans la vie. Et Carnot est un excellent exemple parce que c'est un jeune garçon qui voulait développer un marché qu'on appelle la puissance de calcul. Donc, c'est des calculateurs, je vais simplifier, des ordinateurs que vous mettez dans une ferme informatique sur des centaines de mètres carrés. Vous les faites tourner, ça dégage beaucoup de chaleur. Donc, vous achetez des climatiseurs qui consomment beaucoup d'énergie pour refroidir la chaleur pour pas que l'ordinateur casse. Il faut de l'argent, il faut du foncier, il faut investir, ça consomme de l'énergie. Tout ça, ça ne vous rend pas très compétitif et c'est pas très moderne. Ce jeune garçon, il a une idée de génie. Il part du constat qu'en France, en ce moment-là, 16% des ménages ne chauffent pas leur maison. Ils n'ont pas d'argent pour. Ils ne peuvent pas. Pauvreté. Donc, ils n'auront pas de chauffage cet hiver. Donc, il y a un problème humain. 2, on consomme trop d'énergie. Il faut en économiser. Lui, il dégage de la chaleur avec ses ordinateurs. Il y a des gens qui n'en ont pas. Lui, il en a. Ce n'est pas un déchet, c'est une ressource. Il invente le curad. On est dans un logement HLM au sud de Paris, à Montrouge. Et cet ordinateur, qui ressemble à un radiateur, calcule en permanence, tout l'hiver, seulement l'hiver, il calcule à fond. Il dégage 2 à 3 degrés de chaleur supplémentaires pour des gens démunis. Et la pièce de 16 degrés passe à 18-19 degrés, gratuitement. Il rend un service social, il a un impact écologique parce qu'il consomme moins d'énergie qu'une entreprise classique dans le même domaine. Et comme il investit moins sur le foncier, qu'il investit moins dans l'énergie, qu'est-ce qui se passe ? Il divise ses coûts de production par 4, il est moins cher que les autres, il est compétitif. Ça, c'est l'entreprise contributive de demain. Elle est sur un triptyque vertueux, impact économique, impact écologique, impact social. Et les 3 sont indissociables. Autre exemple, pour lutter contre la pollution en Inde, l'Inde étouffe en permanence sous l'apocalypse. Des jeunes personnes ont créé Air Inc. Air Inc., c'est la première entreprise qui fabrique de l'encre à base de particules fines. Vous savez, les particules de diesel, là, ces petites taches noires, hein, quand on les met sur un pot d'échappement, ça finit par être noir le filtre. Et bien, ils ont récupéré les particules fines, ils font de l'encre. Ils disent aux gens, voilà, on lutte contre la pollution. C'est de la com', ça débloque des réactions, mais ils utilisent un déchet comme une ressource. Autre exemple en Vendée, au sud de Nantes. Ces gens-là, je les ai rencontrés, ils m'ont expliqué leur business model. Ils ont pris une contribution qui est comment on peut diminuer l'impact environnemental du monde du bâtiment. Parce que si vous êtes dans le bâtiment, vous savez que le béton, c'est quand même la clé de voûte du bâtiment depuis quelques décennies, mais le béton, c'est très polluant. 1 tonne de béton, 1 tonne de ciment, c'est 1 tonne de CO2 rejeté dans l'atmosphère pendant sa fabrication. Eux, ils ont divisé par 4 la pollution en revoyant le process de fabrication du ciment, en inventant autre chose. Et aujourd'hui, Hoffman Green Cement, ils ont créé une entreprise de 250 personnes en Vendée. Ils vont en ouvrir une deuxième en 2020. Et tous les géants du ciment viennent les voir parce que les gens sont intéressés par ce béton vert, entre guillemets, moins polluant. Ils se sont mis une contrainte, ils ont trouvé. Il n'y a pas de fatalité. Il faut s'autoriser à chercher ce qui n'existe pas encore. Toujours dans l'industrie, dans la peinture, ce monsieur faisait des peintures classiques à base de solvants pétroliers. Ça dégage des pollutions, on appelle ça des solvants, des COV, des composés organiques volatiles, et quand vous les respirez, ça vous intoxique. Et non satisfait d'intoxiquer les gens au quotidien, il s'est dit comment moi je peux inventer la peinture de demain. Et il ne sait pas. Donc il se tourne vers des jeunes ingénieurs en école, il leur dit vous voulez pas qu'on travaille ensemble sur un procédé nouveau? On est breton, des algues, il y en a à la pelle, hein, il suffit d'aller la chercher. Et on peut peut-être transformer les algues en peinture. 8 ans de recherche et développement, et ils ont lancé Algo, la première peinture, 100% algues, 100% biodégradable, 100% zéro pollution. En vente chez Leroy Merlin, je l'ai testé, ça marche très bien, c'est de la peinture tout à fait normale, aucune odeur, aucune pollution, et vous rincez avec un pinceau avec de l'eau, c'est juste une révolution. Il fallait oser, essayer, s'acharner pour trouver une solution qui correspond à une problématique réelle, la pollution des maisons. Dans le plastique, on sait que le plastique, c'est une vraie plaie au niveau mondial, puisqu'on retrouve des particules de plastique dans tous les poissons qu'on mange. Aujourd'hui, quand vous mangez un poisson, plus il est gros, plus vous mangez de mercure et de plastique. C'est la réalité, malheureusement. Eh bien, il y a des gens qui cherchent des nouveaux emballages qui vont pouvoir remplacer le plastique, parce que le plastique, il est essentiel dans l'agroalimentaire pour couvrir certains aliments. On ne peut pas les remplacer que par du papier ou du carton. Il y a certains aliments, si on veut les conserver, il faut du plastique. Sauf que ce plastique, il finit rarement en recyclage, malheureusement, il est mal récupéré. Donc, l'idée, c'est que cet emballage soit totalement consommable, recyclable, et devienne une ressource. Idem, ils ont travaillé à base d'algues, ils ont inventé le premier plastique note plat, totalement biodégradable. Cette petite capsule d'eau pour les marathoniens, vous courez, vous buvez ça, vous la déchirez, vous jetez sur le côté comme on fait dans tous les marathons. Sauf que là, ça se dégrade en 3 semaines et ça devient de l'engrais, puisque c'est de l'algue. Alors économiquement, on n'a pas encore un prix attractif,
Mais il va bien falloir commencer quelque part. Je vous rappelle que la première voiture, c'était un moteur à explosion qui prenait feu tous les 100 mètres et qui faisait 50 km au mieux. Il faut bien que des pionniers investissent dans des choses qui ne fonctionnent pas bien au début. Dans l'innovation sociale, idée extrêmement simple, mais issue de la révolution numérique, Guillaume Capel, jeune garçon qui ne se satisfait pas de l'accueil qu'on propose aux réfugiés climatiques et aux réfugiés de guerre. Il se dit, ces gens-là, ils arrivent en Europe dans des conditions effroyables. Ils ont soit un savoir-faire intellectuel, soit un savoir-faire manuel, parce que dans leur pays, ils avaient un métier. Il faut absolument que je trouve une solution pour qu'ils s'intègrent facilement dans notre société européenne. Eh bien, il a créé une plateforme, le Facebook des migrants, entre guillemets, qui s'appelle Singa. Et aujourd'hui, Singa met en relation des migrants qui arrivent en France avec des entrepreneurs, des acteurs économiques qui ont envie de les aider. Ils ont créé 200 entreprises en 2018 en Europe. C'est simple, il fallait juste y penser. Et après, le buzz, la communauté numérique joue son rôle. Autre exemple d'entreprise contributive, dans le textile, il n'y a plus beaucoup de textile en France, tout est parti en Asie, en Afrique. Eh bien, il y a des gens comme Thomas Heuriet, 1083, c'est à Romans-sur-Isère. Il voulait revitaliser le village de son grand-père où il n'y avait plus d'emploi parce que Charles Jourdan avait fermé et toutes les couturières étaient au chômage. Et il est arrivé, il leur a dit « Moi, je vais vous redonner du travail. Comment ? On va faire le premier jean français en coton bio, tissé en France, assemblé en France, avec un panel de sous-traitants français sur le territoire. Il y en a un qui fait les boutons, l'autre les étiquettes, l'autre les fils, et vous avez à l'arrivée un 1083. Voilà, c'en est un. Ça marche très bien, c'est vendu 90-100 € le pantalon. C'est pas du bas de gamme, c'est pas du luxe non plus. On est moins cher qu'un Levi's ou un Wrangler. Comment on vend du produit français fait en France de qualité à un prix raisonnable ? Eh bien, il faut repenser tout le process du textile pour faire preuve de créativité et d'innovation. L'innovation, c'est pas que du high-tech, c'est une façon de penser. Et sa façon de penser, c'est de s'autoriser à ne plus avoir de stock. Le stock, ça coûte cher. Donc, pas de stock, les gens essayent le pantalon, ou vous le commandez sur Internet, vous mettez votre mesure, vous le payez, il prend le cash, il fabrique le pantalon, et on vous l'envoie 3 semaines après. Personne n'y croyait. Pourquoi personne n'y croyait ? Parce qu'on est à l'heure de la livraison à la minute. Amazon livre en 1 heure, même le dimanche. Donc ça n'allait pas marcher, son truc. Sauf qu'il y a une clientèle qui recherche du sens, dont je fais partie, qui est prête à attendre 1 mois pour avoir un pantalon, parce qu'on peut vivre avec un autre pantalon, il n'y a pas d'urgence à avoir son pantalon. Et parce que quand on achète un 1083, ce n'est pas un jean que vous achetez. Vous achetez des valeurs. Vous achetez un soutien à l'emploi local avec des matières premières respectueuses de l'environnement qui font travailler des gens qui en avaient besoin. Et tout ça à un prix raisonnable. Donc on est prêt à attendre. Parce que ça m'engage. Et finalement, je suis aujourd'hui un ambassadeur de 1083. Et l'intérêt de l'entreprise, c'est d'avoir des ambassadeurs. Et pour impliquer les gens dans l'entreprise, il faut leur donner des valeurs et du sens. Sinon, vous n'aurez pas d'ambassadeurs, vous aurez des consommateurs. Autre exemple dans le textile, les chaussures Veja. Veja, ce sont des chaussures fabriquées au Brésil, dans un contexte environnemental quasiment irréprochable, avec des salariés brésiliens qui sont payés beaucoup plus cher qu'en Asie. Comment Veja arrive à vendre ses chaussures dans le monde entier en étant dans un prix moyen de 120, 130 €. C'est le prix d'une paire de Nike, de Reebok. Sauf que Reebok, la misère sociale est une réalité. L'impact environnemental, on le connaît, ce n'est pas leur priorité, ce n'est pas leur objectif. Ils sont là pour vendre des millions de chaussures le moins cher possible. Pourquoi il y en a un qui fait des choses bien sur le plan humain et le plan environnemental et qui est compétitif, et l'autre qui fait que du prix ? Eh bien c'est simple, il y en a un, Veja, il n'investit rien du tout en communication. 100% du prix de la chaussure, c'est pour l'entreprise, pour le distributeur, pour la main-d'œuvre, pour l'environnement. Chez Nike ou Reebok ou d'autres marques, il y en a plein, vous avez 66% du prix de la chaussure. C'est de la pub. Quand vous mettez 130 € dans une paire de chaussures, faites le compte, il y a 90 €, c'est pour payer l'athlète et les spots de publicité. Donc comme il ne reste pas d'argent, eh bien, quelqu'un ou d'autres personnes sont lésées, n'auront pas les moyens d'être payés correctement et le traitement environnemental ne sera pas optimal. C'est tout. Et grâce aux réseaux sociaux, il s'est fait de la publicité, du buzz. Et comme les produits sont de qualité, que l'entreprise est transparente sur ses limites, elle dit ce qu'elle n'arrive pas à faire, et cohérente dans son engagement, eh bien Veja, ça cartonne. Il est tellement cohérent, le fondateur de Veja, qu'il n'ira pas produire des chaussures Veja en Chine parce qu'il estime qu'il n'a pas les conditions salariales et environnementales pour développer Veja en Chine. Donc il renonce à un marché de 1 milliard, voire 2 milliards de consommateurs, 3 ou 4 milliards avec l'Inde et le Japon derrière. Il préfère renoncer que de faire quelque chose qui n'est pas cohérent et qui n'est pas propre à ses valeurs qui lui sont chevillées au corps. Et pour lui, comme pour les autres,
La rentabilité n'est pas le but de l'entreprise, c'est la juste sanction d'une démarche contributive. Le but de l'entreprise, c'est de contribuer à quelque chose de noble. Et derrière, on sera rentable. Et ils sont plus rentables que les autres. Parce que les collaborateurs et les clients leur rendent bien. Et ça veut dire qu'on est en train de changer de paradigme. On passe d'un paradigme économique où la création de valeur au singulier était la norme, et c'est encore le cas dans beaucoup de cas. 90% des entreprises sont encore sur la rentabilité uniquement, et je jette la pierre à personne, c'est culturel, c'est comme ça encore dans le monde. Mais on passe progressivement à la culture globale, qu'on peut appeler RSE, développement durable, l'entreprise élargie, où sa responsabilité, elle passe par est-ce que j'ai une performance économique, donc financière, est-ce que j'ai une performance environnementale, est-ce que j'ai une performance sociale. Quand les 3 voyants sont verts, je fonce, quand il y a un voyant rouge, je reprends la copie, c'est pas la bonne décision. Si on les traite ensemble, on a un retour sur investissement que j'appelle émotionnel, ça fait du bien, et c'est créateur de valeur au pluriel. Si on les traite séparément, ça ne marche pas, c'est du greenwashing et du social washing. C'est toute la différence entre le développement durable et les effets de manche, les effets d'annonce. Et donc, cette société vers laquelle on va, le monde qui se dessine d'ici 2040-2050, parce que c'est un peu ce qu'on a en tête, 2050, neutralité carbone, changement de monde. C'est non plus la civilisation de l'hyperconsommation, c'est la civilisation de la contribution. Et la question qu'on va nous poser, nous adultes, dans les prochaines années, et que nos enfants vont commencer à nous poser en entreprise dès demain matin, vous allez le voir, c'est « tu fais quoi dans la vie ?» T'en fais quoi de ta vie? Pas facile de répondre, hein. C'est une vraie question. C'est quoi ta raison d'être? C'est quoi ta contribution à ce problème climatique, à ce problème social, à ce problème démographique? On fait quoi, les gars? Et c'est exactement ce que sont en train de nous dire les jeunes par leur mal-être au travail qui est croissant. Alors, il ne faut pas généraliser les jeunes, hein. Là, je vais prendre quelques exemples de jeunes qui ont plutôt de la chance d'avoir fait des études et d'avoir le choix, mais c'est un peu un signal faible par rapport à ce qui va arriver derrière. Il faut toujours regarder les minorités actives parce qu'elles nous disent ce que fera la majorité passive un jour. Si vous regardez la majorité passive, vous ne saurez pas ce qui va se passer. La minorité active nous donne un signal, un sens. Et ces jeunes qui travaillent, par exemple, cette jeune femme qui travaille dans une agence de publicité, elle vous dit qu'elle ne pouvait plus supporter d'être en dissonance entre ses valeurs à la maison où elle trie, elle composte, elle fait attention à son hyperconsommation, elle essaye de faire mieux. Et dans sa boîte de com, on lui demandait de vendre des cochonneries plastiques fabriquées en Chine, polluantes, parce que c'était son métier. Résultat, elle se retrouve en burn-out, elle quitte l'entreprise, elle est complètement paumée, elle ne sait plus quoi faire. Dissonance, elle n'a plus sa place dans la société. Et des jeunes comme ça, il y en a de plus en plus qui font leur crise de la quarantaine à 25 ans, ils vont 2-3 ans dans une multinationale, ils reviennent, ils vous disent « terminé, je ne vois pas l'intérêt ». Et ils font autre chose. Un métier manuel, ils reviennent à l'agriculture parfois, ils reviennent à l'artisanat, plombier, etc. Ils changent de vie ou ils se mettent à leur compte parce qu'ils ne se retrouvent plus dans notre système. Et récemment, j'enseigne à l'école centrale à Nantes et ces étudiants, je les connais bien, je les ai eus en cours, ils ouvrent la voie en disant « nous, on va aller tester la décroissance, la déconsommation en Hongrie ». Parce qu'il y a des stages là-bas, il y a des gens. Pourquoi? Parce que nous, ingénieurs, on doit inventer un monde de demain, un monde frugal, où on fera mieux avec moins, on utilisera les low-tech, la réparation, le bricolage, comme faisaient nos grands-parents. On va le remettre à l'ordre du jour. C'est notre responsabilité d'ingénieur de le faire. Ils ne vont pas dans une multinationale, ils vont en Hongrie, remuer du fumier, faire du compost et inventer des produits low-tech. Il y a quelque chose qui se passe, qui frémit dans les grandes écoles. À tel point qu'il y a 15 jours, le 5 novembre, des étudiants de grandes écoles, donc je parle d'une élite, j'en suis bien conscient, mais il faut regarder ce que fait cette élite, a décidé de créer un site internet qui s'appelle « Pour un réveil écologique ». Qu'est-ce qu'ils mettent sur leur site internet? Ils disent, voilà, ce modèle économique, on n'y croit plus. On n'y croit plus à l'hyperconsommation de nos parents, à la course effrénée au profit, qui bousille le climat et qui bousille nos vies, c'est fini, on n'en veut plus. Donc on va changer les choses, il est temps de se réveiller. Comment on va changer les choses? On a compris un truc qui est extrêmement simple, vous pouvez lire la phrase ici, juste celle-là. Une entreprise qui n'arrive pas à recruter est vouée à l'échec. Voilà, le nerf de la guerre, le vivier, c'est l'humain. Si vous ne recrutez pas des humains de qualité, vous avez des compétences amoindries et donc une compétitivité qui va s'éroder. Ils ont compris ça. Donc, ils demandent aux dirigeants des grandes entreprises de répondre à toutes les questions qu'ils ont à leur poser. Ils ont mis en ligne tout un guide de l'entretien d'embauche, des questions qu'un jeune doit poser en entretien quand il va aller passer des tests. Donc, il va arriver en disant Monsieur le directeur, sur le salaire, je suis d'accord. Je sors d'une grande école, vous me payez bien, c'est tout à fait normal, mon diplôme vaut de l'argent. Néanmoins, maintenant, j'aimerais savoir, notamment le bas, c'est quoi vos émissions de gaz à effet de serre? C'est quoi votre impact sur la biodiversité? Quel est votre impact en matière d'exploitation des ressources non renouvelables? Votre pollution, vous faites quoi pour, etc., etc. Ça y est, on rentre dans le dur. Ils vont challenger les entreprises qui s'engagent et celles qui ne s'engageront pas,
ils n'iront pas y travailler. On est en 2019, projetez-vous en 2030 ou en 2025. On aura fait du chemin. Ça veut dire que ça, c'est la norme dans 5 ans. Plus personne n'y coupera. Ça sera une évidence. Et ceux qui ne voudront pas rentrer dans le jeu, ils sortiront du radar des meilleurs éléments, ils se retrouveront avec le 3e choix, le 4e choix. Les derniers de la classe, qui ne sont pas toujours les plus mauvais. Mais quand même, ça peut jouer. Vous ajoutez à cette recherche de sens et d'engagement une génération connectée. Ce sont des nouveaux nomades, à tel point que quand ils se téléphonent, ils disent plus « Allô ». C'est nous les vieux qui disons « Allô ». Ils disent « T'es où ?»« T'es où ?» Bah oui, ils sont en mouvement perpétuel. Donc, ils veulent du sens et ils sont ultra mobiles. Comment on fait pour imaginer une entreprise qui s'engage avec des gens ultra mobiles ? Il faut repenser l'organisation de l'entreprise, créer un système polycellulaire. Le polycellulaire, c'est quoi ? C'est ce que vous voyez tous les jours dans la nature. Une cellule n'est jamais autonome, elle est autonome et interdépendante du reste. Pourquoi je vous ai mis le corps humain ? Parce que le corps humain est le meilleur exemple du polycellulaire. Chaque organe vital est autonome dans son fonctionnement, mais il est interdépendant de l'ensemble du corps. Il n'y a pas de hiérarchie finalement. Chaque organe joue son rôle et chacun est à sa place et chacun dépend de l'autre, a besoin des autres. C'est exactement la base du modèle collaboratif, la base du modèle coopératif, la base de la nature. On ne peut pas isoler une nature et la mettre dans une boîte en disant, une cellule, la mettre dans une boîte en disant maintenant tu vas vivre, elle mourra, elle se desséchera. Ils veulent plus de souplesse dans l'organisation, ils veulent un système moins pyramidal, plus latéral et plus collaboratif. Donc l'entreprise de demain, c'est plus une plateforme de gens connectés, d'intelligence partagée, qui a du sens dans son action. Et j'ajouterais donc que ce ne sont pas les murs qui font l'entreprise, c'est les valeurs qu'on partage. Si on peut définir des valeurs communes, on a créé une entreprise. Si on n'a pas de valeurs à partager, c'était le XXe siècle, mais on ne créera pas d'entreprise au XXIe siècle. J'en suis intimement convaincu, c'est le sens de l'histoire. Je terminerai en quelques minutes sur ce qui nous arrive de manière plus globale. J'ai démarré sur la Renaissance italienne, je termine sur la Renaissance SENS. Il est évident que demain, le pourquoi va être discriminant. Pourquoi on travaille ensemble ? Pourquoi on est là ? Pourquoi je passerai ma vie à travailler pour vous ? Est-ce que c'est un intérêt pour moi et pour la communauté ? Quel est le sens de tout ça ? Et donc, si vous m'avez suivi dans le raisonnement, la précédente Renaissance est marquée par la fin du géocentrisme. On a enfin compris que la Terre n'était pas le centre de l'univers, comme le pensaient Ptolémée et Aristote. Mais on a fait sauter cette vérité, qui était fausse, mais il y a une deuxième vérité qu'on n'a pas fait sauter, qui découlait de la première, l'homme n'est pas le centre de la Terre. J'entends toujours des gens qui disent « mais l'être humain va s'en sortir, Yannick. Ah, on va s'en sortir. On est tellement intelligent, on envoie des fusées dans l'espace, des avions, on est super fort, on va y arriver. » Et à chaque fois, je leur réponds « c'est hyper anthropocentrique comme réponse. Ça voudrait dire que l'homme surpasse toutes les espèces. » C'est ce que certains pensent peut-être. Mais je vais vous poser une question qui est extrêmement simple. Quelle espèce animale ou végétale a besoin de nous, êtres humains, pour se développer, pour croître, pour s'épanouir ? La réponse, vous la connaissez, aucune. Ça en dit long sur la place de l'homme dans ce monde. Nous avons pris la place dominante dans la chaîne alimentaire, mais personne n'a besoin de nous pour s'épanouir. Donc, si l'humanité doit disparaître et sortir du jeu, c'est pas bien grave pour la planète. Donc arrêtons de sauver la planète, sauvons l'humanité. Et là, l'enjeu. Sortir du suicide collectif. Quitter l'anthropocentrisme qui nous aveugle en pensant que nous sommes des hommes supérieurs à la fourmi, au ver de terre. On est obligé de collaborer avec le ver de terre. Sans ver de terre, point de roche-mère qui fertilise le sol, point d'agriculture. Donc, on n'est pas plus supérieur ou inférieur au ver de terre, je dirais plus, nous sommes plus responsables que le ver de terre. Car nous avons sa vie entre les mains. C'est à nous de prendre soin du vivant, de la nature, pour nous, pour les autres, pour que cette planète continue à vivre et rester aussi belle qu'elle l'est. Et j'aime beaucoup cette phrase de Victor Hugo qui disait « C'est une triste chose de constater que la nature parle, mais que le genre humain n'écoute pas ». En fait, Homo sapiens, c'est déconnecter du vivant. Nous ne vibrons plus avec le vivant. Nous devons grandir en humanité en retrouvant notre animalité. Cette animalité, ce n'est pas la cruauté qu'on donne aux animaux, c'est cette vibration permanente qu'ont les animaux avec le vivant. Si vous avez des animaux, vous savez très bien que quand un orage arrive, quand une tempête arrive, ils sont énervés. Ils sentent le mal arriver, ils sentent le danger. Un exemple, il y a un tsunami sur une côte thaïlandaise, toutes les espèces s'en vont. Toutes. Il y en a une qui est sur la plage avec un smartphone et qui, en short, qui filme la mer. C'est qui ? C'est nous. On ne voit pas le danger. On ne le sent plus. Il ne se passe rien là. On s'est coupé du vivant. Nous sommes hors sol. Urgence à nous reconnecter. Pourquoi ? Parce que si on se reconnecte, on va trouver des moyens de faire preuve de résilience et de sortie par le haut face à la crise écologique qui se met en place. Exemple,
Airbus, qui a une contrainte aujourd'hui, c'est de polluer moins, parce que les gens vont moins prendre l'avion, sinon, ça commence déjà à se faire sentir. S'ils veulent continuer à faire voler leurs avions, il faut qu'ils aient un impact carbone moins fort. Comment on fait ? Regardez ce qui se passe avec les oies, les canards. Ils volent en escadrille. Pourquoi ils volent en escadrille ? C'est pas pour la beauté du geste, c'est joli, une escadrille. C'est parce que le premier, il se fatigue, mais il crée une déflagration, une perturbation qui permet aux autres d'être dans le courant aérien et de faire moins d'efforts. Et quand le premier est fatigué, il va à l'arrière, et ainsi de suite. Si on fait voler des avions en escadrille comme des oies sauvages, on va consommer 10 à 15% de carburant en moins à l'arrivée. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas de hasard dans la nature. Le plus grand laboratoire de recherche et développement, c'est le vivant. Ça fait 4 milliards et demi d'années que la nature innove, invente. Et le meilleur moyen de lutter contre le dérèglement climatique, c'est de planter, 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 végétaliser. Les prairies, les forêts, les balcons, il faut végétaliser parce que le carbone, c'est la matière première du monde végétal. Ils prennent du CO2 toute la journée, ils prennent un peu de soleil, ils transforment ça en oxygène et en sucre. Et le sucre, c'est de l'éthanol, c'est du carburant. Si l'humanité revégétalise la planète, on absorbera un quart à un tiers du carbone rejeté depuis 250 ans et on sortira peut-être par le haut. On limitera le dérèglement à 2 degrés. Si on continue à déforester, à détruire le vivant, on est cuit. Donc, 9 leçons à tirer de la nature. Première leçon, la nature fonctionne plutôt à l'énergie solaire. Donc il est temps d'aller exploiter ce soleil. 2, la nature est économe en énergie. Elle fait preuve d'efficience énergétique. Enfin, elle adapte sans cesse la forme à la fonction, souplesse dans le fonctionnement. Elle recycle tout, il n'y a pas de pollution dans une forêt. C'est nous qui avons inventé le plutonium et les plastiques. Elle récompense la coopération. Elle développe la diversité, parce que la richesse, c'est le croisement génétique, on en est bien conscient. Elle utilise les richesses locales, elle ne fait jamais d'excès. Et puis, enfin, elle puise sa créativité dans les limites qui lui sont imposées. Toute limite imposée crée une innovation naturelle. Je terminerai sur ce grand rappel historique qui est important. Il faut toujours mettre les choses en perspective. Il y a 30 000 ans, 70 000 ans, on a réussi à commencer à prendre le contrôle des grands mammifères terrestres. Comment ? En chassant en meute. L'être humain a commencé à se raconter des histoires, à développer des histoires où on a un intérêt à être ensemble, pour être plus fort face aux mammouths, face aux grands tigres à dents de sable qui nous fait peur. Il y a 10 000 ans, on fait notre révolution agricole. On commence à se sédentariser, à s'urbaniser. Puis arrive la révolution scripturale, l'invention de l'écriture par les Sumériens. C'est ce qu'on appelle le début de l'histoire. L'histoire commence avec l'écriture. Avant l'écriture, c'est la préhistoire. Et puis enfin intervient une grande révolution scientifique, celle de la Renaissance. Tout n'est pas dans les livres religieux, la science va trouver des découvertes ailleurs. Enfin arrive la révolution industrielle, puis la révolution numérique, et enfin, début du XXIe siècle, prise de conscience que l'humanité est en danger et qu'il est urgent de se reconnecter à la vie, de se reconnecter au vivant, par ce que j'appelle la révolution existentielle, biomimétisme, fin du déni de nature, hyper-humanisme et non sous-humanisme qui nous emmène droit vers l'impasse tragique. Alors, vous allez me dire, il est sympathique ce Yannick, mais il rêve un peu quand même. Et moi je vous renvoie la question, c'est qui le rêveur ? Est-ce que l'hyperconsommation c'est réaliste ? Ou est-ce que le bisounours c'est celui qui pense que le monde de demain sera frugal, soutenable et permettra à l'humanité de vivre ? Où sont les rêveurs ? Je pense que là on est dans un délire et un fantasme qui va vite s'arrêter parce qu'il met en péril la vie sur Terre. Juste pour encourager les rêveurs comme moi à persévérer, dites-vous bien que toutes les évidences de 2019 ont été des utopies au moment où des gens réclamaient que ça se développe. Exemple, 300 suffragettes devant le Parlement britannique en 1918, le droit de vote des femmes. 2% de résistants en 1944, ça change le cours de l'histoire. Autre utopie, dans les années 30, des gens veulent ne plus travailler le dimanche, avoir des congés payés. Non mais quelle honte! Ça c'est une utopie quand même. Des congés payés, non mais il faut rigoler ou quoi? Qui aujourd'hui remettrait en cause les congés payés? Même le plus conservateur des capitalistes n'imagine pas ne pas payer des congés à ses salariés. Voilà. Tout ça, ça a été des utopies, et aujourd'hui c'est des évidences. Les utopies d'aujourd'hui seront des évidences de demain. Donc soyez utopistes, c'est comme ça qu'on invente. Les cyniques et les sceptiques ne font que gérer et administrer, mais n'inventent rien. Merci pour votre écoute, et je suis à votre disposition pour des questions.